Okay, JP, you're good for leaks. You can pass in the standby gear. Theo. Le fait de se retrouver au fond, avec son casque sur la tête, dans son habit à eau chaude, tout seul, je sais pas l'expliquer, mais je suis bien, j'en ai besoin, c'est un peu une drogue. Il s'appelle Théo Mavrostomos. Il est marseillais, fier de ses origines grecques et plus encore de ses ancêtres qui pêchaient les éponges dans l'île de Kalinos. Comme eux, il a choisi de vivre avec la mer. Mieux, d'aller là où les terriens ne s'aventurent jamais, dans un autre monde, au cœur même des océans, à plusieurs centaines de mètres de profondeur, là où l'eau n'est plus bleue, mais noire, froide et hostile. C'est peut-être pour cela qu'après chaque plongée au long cours, ce fou de mer revient là où tout a commencé, en Méditerranée, dans les calanques de Marseille. Je revis dans les calanques. Ça me rappelle un peu mes origines grecques. Je suis des îles grecques et ça ressemble bien à ça. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, mon père nous amenait toujours camper dans les calanques. Je passais tout l'été ici, là. J'adorais la plongée. D'ailleurs, je restais 4-6 heures par jour à chasser. Après une saturation où j'ai été dans une atmosphère confinée, bien enfermée, j'ai l'impression d'espace. J'ai besoin de revenir ici. Ça me donne un peu l'impression de revivre dans la vie normale. Avant tout plongeur et ensuite soudeur. Nous sommes 7 en France. En fait, ça s'est fait automatiquement. Finalement, je ne l'ai presque pas cherché. Je me suis engagé dans la marine parce que je voulais être près de la mer. Et quand j'ai quitté l'armée, je me suis retrouvé sans boulot. Et j'ai vu un jour une annonce sur un journal où Comex recherchait des plongeurs pour les former à la plongée profonde. C'était à la bonne époque héroïque de la plongée offshore. C'était le grand boom du pétrole. Et je me suis engagé dans cette aventure-là. Tu vas nager avec ça? Tu vas pas avoir honte? Hein? Tout le monde va te regarder? Et si j'envoie une pièce de 10 francs, tu vas pas la chercher? Non. Gianni va y aller. On a dimanche à la mer? Non. Non? Je passe à peu près 5 à 7 mois par an chez moi. Oui. Heureusement d'ailleurs que j'ai ce temps libre parce que si on travaillait 7 à 8 mois par an, je crois que ça nous fatiguerait trop pour pouvoir le faire longtemps. Quand je reviens, je suis content. Je me ressource ici, ça me procure énormément de bonheur, mais c'est vrai que de temps en temps, après, au bout d'un moment, j'ai envie d'aller voir ailleurs, de repartir à l'étranger, de voyager, de plonger. Dès que j'en ai l'occasion et que le temps s'y prête, je plonge. C'est une passion. On a une impression de liberté dans l'eau. C'est magnifique ce qu'il y a sous l'eau à voir. Les poissons que je vois, c'est les trous que je peux apercevoir ou me faufiler à l'intérieur. Mes deux grands-pères étaient pêcheurs d'éponges et ils pratiquaient à cette époque-là
La pêche se faisait en apnée. Alors il m'a raconté qu'il s'attachait une corde autour de la taille, il prenait une grosse pierre dans les mains et il plongeait uniquement comme ça. Mais jusqu'à 20-30 mètres de profondeur. Et il restait plusieurs minutes sous l'eau. J'ai découvert cette grotte il y a une trentaine d'années. Je venais passer mes congés tout près d'ici, avec mes parents campés, quand j'étais plus jeune. Et un jour, j'ai vu un trou, je me suis faufilé à l'intérieur. Et voilà, j'ai découvert ça. Ça a dû être un abri préhistorique, ou ça a pu être un abri préhistorique. Elle a dû être au sec à un moment, puisqu'il y a des stalagmites à l'intérieur. Et il y a beaucoup de stalactites, donc. C'est pas mal, on dirait une cathédrale. Ça bouge les poils. La magie verte. Comme nous autres, parce que là-bas il fait pas chaud. Tu vas les bronzer. Je broserai ça. Hop. Alors, tu as trouvé le truc de mer du Nord? Disons que je sais que je vais être en saturation, je vais arriver sur la barge, manger pendant l'avion, tout ça. J'ai l'impression de vivre un peu mes derniers moments de liberté. C'est comme si je rentrais en prison en fait. C'est dommage de dire ça, mais j'aime mon métier, mais j'ai envie de vivre ces derniers moments-là. Il m'arrive souvent de partir le soir, la veille, de sortir, de vouloir que ça dure le plus longtemps possible. J'aimerais que la nuit... J'aimerais passer presque la nuit blanche parce que j'ai envie de les vivre à fond, quoi, ces derniers moments-là. Voilà le chariot. T'as un billet? Non. Please fasten your seatbelts, turn it off the back of your seat and follow away your table for landing. Marseille, Paris, Londres, Manchester. Là, Théo retrouve un autre plongeur soudeur, Jean-Pierre Collomb, avec lequel il va faire équipe. Je crois qu'ils le font là-bas, non? Il n'y a pas tous les gars avec eux là-bas? Où là-bas? Dans le Maine. Destination Barrow-in-Furness, un port anonyme sur les bords de la mer d'Irlande. On achète pour le port. Là. 100 mètres de long, 80 personnes à bord, le Seaway Osprey est un navire support de plongée spécialisé dans les chantiers sous-marins. Il est équipé pour envoyer des hommes travailler à plus de 300 mètres de profondeur. On s'habitue, mais je suis toujours très inquiète parce qu'il fait un métier quand même très dangereux. Pendant un mois, j'ai toujours peur que le téléphone sonne, j'ai toujours peur quand on m'appelle la nuit, j'ai toujours peur. Bon, je vis pas avec ça pendant un mois, mais bon, quand même, j'y pense. Peur de la mort, tout simplement. J'en avais un peu marre, j'étais pas trop habituée à vivre seule, et puis c'était très dur. Alors je lui ai demandé de stopper, et il a fait pour me faire plaisir. Et puis je le voyais vraiment malheureux. Il avait ouvert une poissonnerie coquillage, je travaillais avec lui. Et au bout de quelques mois, il était tellement déprimé que bon, je lui ai dit, écoute, si tu as envie de partir, pars. Et je crois que 3 jours après, il avait déjà le billet d'avion dans la poche. Et voilà, et puis il a tiré le rideau, et voilà. Sur le pont du Seaway Osprey, les réserves de gaz que consommeront les plongeurs.
Ici, on emploie la technique de la plongée en saturation, la seule qui permette à l'homme de travailler longtemps à grande profondeur. Son principe est simple. Pour que les plongeurs puissent intervenir sous l'eau à tout instant, ils doivent vivre en permanence à la pression du fond de la mer. On recrée donc cette pression artificiellement à l'intérieur d'un caisson d'acier que les plongeurs ne quittent qu'à la fin de leur mission, au terme d'une décompression finale qui peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours selon la profondeur atteinte. Dans quelques heures, Théo et Jean-Pierre vont relayer l'équipe qui vient de sortir. À leur tour, ils pénétreront dans le caisson, qui sera leur seul lieu de vie pendant plusieurs semaines. Là, ils respireront l'héliox, ce fameux cocktail gazeux, mélange d'hélium et d'oxygène, qui permet de résister physiquement et nerveusement aux effets de la pression. C'est un caisson qui est assez confortable et qui est un peu petit, mais qui est confortable quand même. Il a des matelas larges, il est très propre, il est très bien. Normalement, à 6 h du matin, je devrais rentrer un caisson. Voilà, on attend. Je vais essayer de passer de bonnes nuits, de bien dormir. Et je vais rentrer un caisson à 6 h du matin, et peut-être 2 ou 3 heures après, je serai dans l'eau pour 8 heures. Au petit matin, le Seaway Osprey est déjà à l'œuvre. Il est là pour raccorder cette plateforme d'une compagnie pétrolière britannique au réseau de production qui, lui, se trouve bien sûr au fond de la mer. Le navire est positionné au-dessus du chantier. Et désormais, quelles que soient les conditions météo, il ne bougera pas d'un pouce. Ces machines luttent en permanence contre le courant, le vent et la mer. À bord, on travaille 24 heures sur 24. Les relèves d'équipage s'effectuent par hélicoptère et les livraisons de matériel sont assurées par des navires d'assistance. Première opération, la mise en place de la manchette de raccordement. 80 mètres d'acier que Théo et Jean-Pierre devront souder au fond de l'eau. C'est nerveux, c'est-à-dire que je le coupe en deux. Je le mets minable. On va pas le mettre sur le pied, toi. Normalement, alors réserve les billets là, pour la Grèce, le 16 août. Et voilà. Et si Dieu veut, je serai à la maison. On aura largement fini. Dernier préparatif, dernière consigne de travail. Ici, Théo et Jean-Pierre sont les seuls Français. Dans quelques heures, les communications seront plus difficiles. L'hélium sous pression déforme la voix des plongeurs. C'est l'effet Donald Duck qui rend délicat tout dialogue avec la surface. Au total, les caissons de saturation vont accueillir 12 plongeurs répartis en 4 équipes qui se relayeront nuit et jour au fond de l'eau. Vous rentrez dans le caisson, vous fermez votre porte et à ce moment-là, quand commence la compression, vous avez un bruit de gaz, de soufflerie à l'intérieur et il y a vos oreilles, enfin vos tympans qui commencent à se mettre en mouvement. Ensuite, il y a votre voix qui commence à changer. Ensuite, les odeurs commencent aussi à changer. On a moins d'odorat. Il est plus dur de respirer normalement, de remplir ses cages thoraciques comme en surface. Ma vie sera entre les mains des techniciens de saturation. Elle dépendra de leur bienveillance. J'ai envie de sortir. J'essaie de me maintenir en forme pour pouvoir faire ce métier le plus longtemps possible. Il est certain qu'après 45 ans, on commence quand même à accuser un peu plus. Bon, pour le moment, je me sens bien, je me sens très bien, c'est pour ça que je continue. Bon, mais je récupère moins vite qu'avant quand même. Si vous aviez un garçon, est-ce que vous le laisseriez faire ce métier-là?
Non. Non, pas du tout. Non, non. Certainement pas. J'aurais trop peur. J'aurais trop peur pour lui. Vos parents vous ont laissé faire ce métier-là facilement? Non. Mon père, oui, mais ma mère, non. Non, ma mère n'était pas du tout d'accord que je fasse ce métier. Elle avait trop peur pour moi. Et ma femme non plus, non. Elle a encore peur. S'il arrivait un malheur chez les miens, on ne m'avertirait pas. Je le saurais qu'en sortant de saturation, mais pas en saturation. On ne peut pas sortir de suite. On est obligé d'attendre la décompression. Si on a 3 jours de décompression, ou 4 jours, ou 10 jours, on est obligé de les effectuer, on ne peut pas sortir avant. Sinon, on aurait un accident, on risque de mourir. Chaque jour, c'est le même rituel. Les plongeurs s'habillent dans leur caisson, puis se glissent dans un sas qui va les mener à l'intérieur de la tourelle de plongée. Ensuite, ce sera la descente vers le fond. Du caisson à la tourelle, toutes les étapes du parcours sont pressurisées, car les plongeurs ne doivent subir aucune variation de pression. Il a fallu des années de recherche pour mettre au point un tel système. Pendant longtemps, les plongeurs hyperbares ont exercé le plus dangereux de tous les métiers, et aujourd'hui encore, chacun sait ce qu'il risque. On n'envoie pas quelqu'un faire sous l'eau ce qu'il n'a pas envie de faire ou ce qu'il juge être infaisable. Il y a par conséquent d'abord des règlements, des règles, c'est-à-dire qui concernent la profondeur, le temps, qui sont des règles techniques et physiologiques de la plongée. Ensuite, il y a des règles de sécurité. On est dans la tourelle, il y en a un qui est habillé en surface s'il doit intervenir à partir de la surface. Donc il y a tout un processus, comme dans l'aviation, qui veut que la quasi-totalité des cas de figure se trouve prévue dans l'étape de la loi. Mais au dernier moment, il n'y a pas de doute, l'homme est tout seul. Au départ, avant de plonger, il y a une certaine angoisse parce qu'on a peur de faire le travail mal. Aussi, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être, des fois, on se dit un peu, peut-être c'est ma dernière plongée, peut-être je peux avoir un accident. On se pose des fois la question comme ça. Pas longtemps, mais ça peut passer comme ça, un flash. Et après, une fois qu'on est dans l'eau, on n'y pense plus, c'est bien, on est bien. Sur le pont, on prépare la chambre à soudure. C'est à l'intérieur de ce drôle de scarabée que vont travailler les soudeurs. Une fois au fond, la chambre va se placer sur la canalisation qu'elle va saisir entre ses énormes pinces hydrauliques, puis elle sera remplie de gaz sous pression de manière à en chasser l'eau de mer. Ainsi, elle deviendra pour Théo et ses compagnons un véritable atelier sous-marin. Mais pour l'instant, il s'agit de la guider quasiment à l'aveuglette. Il nous arrive de travailler dans l'obscurité totale avec des blocs de béton qui font 10-11 tonnes ou des chambres à soudure que l'on doit guider au bout d'un crochet d'une grue. Et tout ça, il faut le situer dans le noir et c'est pas évident. Je fais une totale confiance à ceux qui sont en surface. Même quand je ne connais pas les gens, mais on a tous à peu près la même philosophie de vie, on est prêt pour faire ce boulot, même s'il est difficile. Et même s'il est dangereux, justement, il n'arrive pas trop d'accidents parce que chacun fait plus attention que dans un métier normal. Notre ombilical, c'est notre cordon de vie, c'est l'ombilical du bébé, du fœtus. S'il est coupé, il n'y a plus d'air, il n'y a plus rien, il n'y a plus de gaz, on meurt. On a une bouteille de secours. S'il y a de la visibilité comme en mer du Nord, on peut situer la tourelle grâce à ces projecteurs. Et là, on peut regagner à condition de ne pas être coincé à un endroit ou à un autre. C'est simplement une réserve de gaz pour regagner vite fait la tourelle. Lorsqu'ils sortent de la tourelle, les plongeurs cheminent sur le fond en direction de leur lieu de travail. Dans leur casque arrive toujours le précieux mélange gazeux ainsi que les ordres de la surface. Après quelques dizaines de mètres, la chambre à soudure est là. À l'intérieur, plus besoin de casque ni de combinaison. La bulle d'acier est directement alimentée en héliox depuis la surface.
Le travail de soudure durera plusieurs semaines et ce n'est qu'après une radiographie minutieuse que le résultat sera agréé par le client. Pendant tous ces jours et toutes ces nuits, les équipes vont se relayer au fond. Les allers-retours se succèdent selon la même procédure. Lorsque la tourelle est remontée à bord du navire, les plongeurs regagnent leur caisson de vie en empruntant toujours le même sas pressurisé. Là, ils vont retrouver des voix familières, celles des techniciens de saturation, leurs anges gardiens. Souvent, j'ai leur femme au téléphone. Elles appellent pour connaître la date de sortie de leur mari, pour vendre la voiture ou la maison. L'an dernier, j'ai même fait une demande en mariage. C'était le jour de la Saint-Valentin. La jeune fille était au bout du fil. Moi, j'ai dû aller demander à un gars dans son caisson « Voulez-vous m'épouser ?» Puis je suis retourné au téléphone pour lui donner la réponse. Avant de devenir technicien de saturation, Alan était plongeur dans la Royal Navy. Après 18 ans d'activité, il est passé de l'autre côté du caisson, dans ce décor à la Jules Verne, encombré de vannes, d'écrans de contrôle et d'indicateurs de pression. Alan est garant de la vie des plongeurs jusque dans ses plus infimes détails. À l'intérieur du caisson, les plongeurs sont surveillés par des caméras, mais eux ne voient rien du monde extérieur. Ça y est, là on a pris le rythme, on a pris nos marques. C'est vrai, là maintenant, bon, c'est habitué, on peut rester des jours, ça passe. Comment vous mesurez le temps qui passe? On ne le mesure pas, il vaut mieux pas. On mesure le temps après le travail, s'il nous reste encore beaucoup de temps par rapport au travail qui reste à faire, c'est tout, mais on ne mesure pas le temps qui reste à faire en comptant les jours parce que ça serait trop long. Le navire support de plongée vit au rythme du chantier. 4 fois par jour, les cuisines ouvrent leurs portes. Chacun vient alors prendre le repas qui correspond à ses propres horaires de travail. Ceux qui se lèvent y croisent ceux qui ont terminé leur journée. It was one of the star survivors of the recession. 80 personnes, un petit monde quasi exclusivement masculin où l'on est tenu d'observer en permanence certaines règles, qu'elles soient de sécurité ou de savoir-vivre. Un monde qui ne s'arrête jamais de tourner. Ce qui me manque le plus, c'est mes enfants, ma femme, et ma famille. C'est la Provence, c'est les cigales, c'est l'été. Un jour, on a enregistré des sons de cigales. Et à Mer du Nord, on était dans la caisson, on réécoutait la cassette. Et ça nous faisait plaisir d'entendre les cigales. En fermant les yeux, on avait l'impression d'être un peu ici. Depuis sa première plongée en mer du Nord en 1975, Théo a vécu 1000 jours en caisson. Plus de 2 ans de sa vie, entrecoupés de retour vers les siens et vers le soleil. Comme tous ses compagnons, Théo aurait pu rester dans l'anonymat des plongeurs hyperbares. Pourtant, le 14 décembre 1992, le petit-fils des pêcheurs d'éponges de Kalymnos est entré dans la légende de la plongée. Ce jour-là, dans le centre d'essai de la Comex à Marseille, Théo Mavrostomos devient l'homme le plus profond du monde. Il a atteint en caisson expérimental la profondeur de moins 701 mètres. Pour moi, ça a été une chance de pouvoir participer à cette expérience, mais ça aurait pu être un autre. C'est tombé sur moi, tant mieux, et ça s'est bien passé. Mais enfin, je ne suis pas un surhomme, et maintenant, c'est pas parce que je suis au recours du monde que je suis devenu un surhomme.
L'expérience baptisée Hydradis va durer 44 jours. Ils sont 3 dans le caisson et pour supporter la pression qui augmente sans cesse, ils respirent un mélange gazeux à base d'hydrogène. Seul Théo résistera à la pression de 71 bars. 1, 2. À 700 mètres, donc j'étais parfaitement lucide. Seulement, au point de vue respiration, c'est commencé à être difficile. L'image que je peux donner, c'est que j'avais l'impression d'avoir une personne de 80 kg assise sur ma poitrine en permanence. On respire plus du nez, on respire plus que de la bouche. Quand on discute, par exemple, quand je parlais, il fallait que je prenne des apnées après chaque phrase. 4. Bon, ben on va arrêter là. Hein. Ça va? T'es impeccable, hein? J'ai voulu participer à ça pour que mon nom soit dans l'histoire de la plongée. Après 18 ans de carrière, je voulais marquer la profession de mon nom. C'est peut-être un peu prétentieux, mais je crois que je le méritais après 18 ans de carrière.